Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin. Bienvenue pour cette deuxième table ronde de la session transport et mobilité qui va être consacrée au dernier kilomètre et aux différentes pistes pour essayer de réduire l'impact écologique des livraisons et singulièrement de ce dernier kilomètre. Pour débattre de ce sujet, j'accueille autour de moi, si je puis dire, derrière leurs écrans respectifs, Marion Appert, responsable de l'Urban Lab au sein de Paris Co, François De Dicker, directeur de la stratégie Rexel, Jérôme Libeskind, j'espère que je prononce bien, qui est expert logistique urbaine et e-commerce, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont Si la logistique m'était comptée chez FIP Éditions, qui est paru il y a quelques mois. Et enfin, Alain Péréa, député de l'Aude, vice-président de la commission du développement durable. Ce que je vous propose à chacun d'entre vous, c'est après une petite introduction rapide que je vais faire, de dire quelques mots pour présenter vos structures respectives et surtout en quoi elles ont un lien avec le sujet du jour. Donc, évidemment, les transports, d'une façon générale, non seulement représentent une part significative des émissions françaises de gaz à effet de serre, enfin, c'est aussi le cas à l'échelle internationale, mais surtout, concernant la France, c'est le seul secteur qui n'a pas vu ses émissions diminuer de manière tendancielle contrairement aux autres secteurs, depuis des années. Alors évidemment, je mets de côté l'année 2020 pour les raisons qu'on connaît tous, hein, et qui est totalement atypique. Mais à part ça, la situation ne s'améliore pas vraiment sur le front du transport. Alors aujourd'hui, on va parler essentiellement du dernier kilomètre, qui est en fait un sujet qui concerne aussi bien les livraisons grand public et à domicile que la livraison professionnelle, dont parlera notamment M. Dittiker pour Excel. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en fait des tendances de fond, mais qui se sont accélérées, notamment d'ailleurs à la faveur de la crise Covid-19, hein, et qui sont potentiellement des tendances contradictoires, parce qu'on a à la fois des exigences des clients qui sont de plus en plus fortes en termes de rapidité de livraison notamment, et puis des réglementations de l'État ou des collectivités qui progressent dans le sens d'un plus fort encadrement de ces sujets parce que les nuisances aussi bien environnementales que sociales sur cette prolifération des livraisons rapides ne font plus de mystère pour personne, et donc on fait face là collectivement à la nécessité d'inventer une logistique plus durable. Donc je vous propose de commencer par un petit tour de table, mais je reprends mon ordre alphabétique par lequel je vous ai présenté tout à l'heure. Donc Marion Appert, à vous l'honneur. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis effectivement Marion Appert, je suis directrice de l'Urban Lab de Paris Co. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris Co, il s'agit de l'agence d'innovation de Paris et de sa métropole. Et l'Urban Lab, c'est le pôle au sein de Paris Co qui est dédié à la transition environnementale et sociale. Donc, nous accompagnons des innovateurs dont les solutions contribuent à cette transformation durable de la cité, avec 4 dispositifs, un incubateur de start-up, un laboratoire d'expérimentation urbaine, un dispositif de soutien à l'innovation sociale et un observatoire des tendances. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cet enjeu de la logistique du dernier kilomètre. Nous avons notamment consacré un programme d'expérimentation en 2016-2017 sur le sujet de la logistique urbaine durable, et nous en avons tiré une évaluation que vous pouvez trouver en ligne, qui ressemble à ce petit livret. Donc, n'hésitez pas. Et depuis 2016, c'est vrai qu'on accompagne de plus en plus d'innovations sur ce segment. On voit des tendances comme la cyclo-logistique, je pense qu'on va pouvoir en parler, et un certain nombre de petits porteurs de projets, de petites entreprises qui se positionnent sur cet enjeu. Voilà, j'aurai plaisir à vous en dire plus. Merci beaucoup Marion pour cette présentation concise. Monsieur De Dicker, à vous la parole. Peut-être quelques mots rapides sur Excel et puis surtout vous et pourquoi la logistique c'est important. Bien entendu. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Parfait.
Alors, merci de me recevoir pour ce sujet important. Rexel est un distributeur de matériel électrique, enfin de produits et de solutions de matériel électrique très présent en France, un des leaders, à destination des professionnels du bâtiment, que ce soit résidentiel, tertiaire et de l'industrie. Donc, par exemple, en termes de produits que nous distribuons, nous avons des solutions de câblage, nous avons des solutions de chauffage, de ventilation, d'éclairage, etc., etc. Sur le marché français, Rexel représente et ses filiales représentent 2,8 milliards de chiffre d'affaires. C'est environ 5 400 collaborateurs, un peu plus de 500 points de vente, 13 centres logistiques et un site internet qui, avec son activité, est en fait le premier site de e-commerce B2B en France. Rexel fait partie d'un groupe qui, au total, est présent dans 24 pays et qui pèse 12,6 milliards d'euros. Au sein de Rexel France, moi j'ai la responsabilité de la planification stratégique qui s'articule autour de 4 piliers. C'est l'environnement, les services, le digital et la cohésion. Et dans la cohésion, on retrouve tout ce qui est notion de partenariat, d'égalité des chances et d'enjeux sociétaux. Et parmi les sujets que nous traitons, avec des ambitions fortes pour 2025, il y a bien sûr le sujet du bilan carbone. Et nous, en tant que distributeurs, une très très large portion de notre bilan carbone lié à nos opérations relève de la logistique. Voilà. Merci beaucoup. Jérôme Lebeskin, peut-être à votre tour, dites-nous un mot de pourquoi cet intérêt pour la logistique et depuis combien de temps vous travaillez dessus. Et vous aurez évidemment l'occasion de nous faire partager vos recherches en la matière. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci effectivement de cette initiative Alors effectivement, moi je dirige un bureau d'études qui s'appelle Logicité, donc qui est spécialisé en logistique urbaine dernier kilomètre et qui intervient d'abord pour des collectivités locales partout en France ou des études publiques et puis également pour tout un certain nombre d'acteurs privés pour justement essayer de mettre en œuvre des solutions qui permettent de réduire l'impact environnemental des livraisons. Et c'est vrai que je reviens sur un élément que vous citiez effectivement en disant que le transport de marchandises n'était pas un bon élève sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, pour donner juste un ou deux chiffres. Donc on a, et on le sait tous, donc un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Où est-ce qu'on en est sur le transport de marchandises? On n'en est pas à moins 40, on en est à plus 19. Et si on prend le segment des véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire ce qu'on va trouver dans le dernier kilomètre en milieu urbain essentiellement, il y a d'autres véhicules aussi, on est à plus 39%. Donc il y a urgence, en effet, à agir sur l'impact environnemental des livraisons du dernier kilomètre en milieu urbain. Voilà ce que je voulais dire en préambule de cette conférence. Très bon préambule, merci beaucoup d'avoir posé le cadre avec des chiffres précis en effet. Et c'est effectivement ce dont on va parler pendant l'heure qui vient, des pistes pour réduire cet impact environnemental. Alors, Monsieur Perea, déjà, merci beaucoup d'avoir remplacé un peu in extremis Monsieur Pancher, qui a eu un empêchement qui était prévu lors de cette table ronde. Donc, j'ai dit que vous étiez député de l'Aude et vice-président de la Commission développement durable, mais vous avez également, dans ce cadre-là, été amené à travailler précisément sur des sujets proches de celui dont on parle aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, comme j'ai envie de dire, tout personnel politique, deux pieds à ma réflexion, une réflexion politique. Et nous avons travaillé sur différents textes de loi et je pense que nous y reviendrons dans la table ronde et dans les débats sur toutes les questions qui sont l'évolution sociétale et relations commerciales. Donc, on a travaillé sur un certain nombre de textes là-dessus, notamment l'économie circulaire et autres. Et puis l'autre pied qui est un pied plus technique de mon expérience personnelle. D'abord, je suis urbaniste de métier. J'ai travaillé sur différents SCOT. J'ai été vice-président de la Fédération nationale des SCOT. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur le sujet. Schéma de cohérence territoriale. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ensuite, dans le cadre de mes fonctions professionnelles, j'ai été directeur général des services de la mairie de Narbonne, 55 000 habitants, avec une grosse réflexion justement sur ce dernier kilomètre, qui pose la question on parle souvent du dernier kilomètre, mais on ne se pose pas la question de quel est le centre du dernier kilomètre. À partir de quand on compte le dernier kilomètre? C'est un sujet assez intéressant, surtout quand on est dans de la pratique. Et puis pour finir, j'ai eu la chance de participer à deux colloques, et notamment un à Tallinn en Estonie, au moment où dès que j'ai été élu député, sur cette question du dernier kilomètre. Et c'est presque intéressant de voir que la France est en retard.
mais on en parlera aussi peut-être dans la table ronde. Voilà, merci. Merci à tous pour ce rapide tour de présentation. Je propose de redonner la parole à Jérôme Libeskine, puisque en sa qualité d'expert, il va pouvoir nous faire un petit résumé de l'histoire de la logistique et en arrivant sur l'actualité du moment, à savoir la livraison ultra rapide. Donc, merci d'avance de ne pas faire trop long, mais tout en nous faisant un panorama un petit peu complet. C'est toujours intéressant de se retourner sur l'histoire de ce dont on parle aujourd'hui. À vous. Je vous promets de pas effectivement prendre 2 heures parce que je pourrais le faire sur ce sujet qui est très large, évidemment. C'est vrai que j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages en partant de l'histoire. C'est intéressant de savoir d'où on vient pour savoir un peu finalement où on veut aller, dont le dernier que vous avez cité, hein, qui est là. Donc, si la logistique m'était comptée. Alors, dedans, pour citer quelques exemples, on parle, j'ai fait quelques recherches sur l'histoire finalement de la livraison. On voit qu'il y a tout un sujet en disant on va taxer la livraison à domicile, etc. On se rend compte d'abord qu'elle a 150 ans. C'était Félix Potin en 1870 qui avait imaginé de faire de la livraison à domicile au départ des magasins. Donc il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Et finalement, pourquoi donc la livraison à domicile a été mise en place? C'est un service. Et c'est un service qui est légitime, notamment dans des grandes villes. Alors, si on regarde Paris, effectivement, il ne faut pas tout donc rapporter à Paris, mais si on regarde dans Paris, on a près de la moitié des immeubles qui n'ont pas d'ascenseur. Il est quand même légitime de se faire livrer à domicile quand on habite au 5e sans ascenseur. Il n'y a rien d'exceptionnel dans tout ça. Alors, ce qui nous pose problème sur le plan environnemental, c'est la vitesse. Parce que la vitesse ne permet pas d'organiser des tournées, de consolider des flux et d'avoir des véhicules pleins. Et plus on va vite, plus on fragmente les flux et plus on a finalement pour aller finalement faire un raccourci, plus on a de scooters dans la ville. Parce que la seule solution de livrer en 10 minutes, comme on voit effectivement dans les rues des grandes métropoles aujourd'hui avec des publicités alléchantes de start-up d'ailleurs très capitalisées, qui donc vous promettent de la livraison de tout en 10 minutes, au bout, ce sont des scooters dans la ville. Parce qu'il n'y a aucun moyen de consolider les flux, d'avoir des véhicules occupés, d'avoir des tournées optimisées. On n'a pas le temps. Et donc, finalement, l'ennemi donc de l'organisation des flux en ville, c'est la vitesse. Il faut savoir effectivement retrouver du temps pour organiser les choses et pour avoir finalement des logistiques mieux organisées. Et c'est vrai que quand on repart de l'histoire, on va travailler effectivement sur l'organisation des flux, on va travailler sur les véhicules. Le véhicule électrique, il n'est pas nouveau, il date du début de la fin même du 19e siècle, du début du 20e, et finalement les véhicules au début du 20e avaient la même autonomie que ceux qu'on a sur le marché aujourd'hui. Et là, on peut s'étonner effectivement des avancées technologiques qu'on nous annonce, effectivement qu'on entend tous les jours. Il se trouve qu'il y a un peu plus de 100 ans, on faisait la même chose. À peu près. J'entendais le mot de cyclologistique. La cyclologistique existe depuis très longtemps et était beaucoup plus développée dans les années 1930 qu'aujourd'hui. Donc là, on a effectivement un peu oublié donc notre histoire et c'est peut-être au travers finalement de l'histoire qu'on va pouvoir recréer les solutions de demain. Donc c'est un peu un discours que j'essaye effectivement de porter en analysant finalement ce qu'on a oublié dans notre histoire. Voilà, en quelques mots, donc sur effectivement à la fois les moyens de mobilité et puis l'organisation des flux. Merci beaucoup. Marion Appert, est-ce que vous partagez cette analyse et surtout la situation actuelle? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit focus sur justement cette prolifération de start-up capitalisées dont on vient de parler et nous dire si la crise du Covid-19 a joué un rôle en fait dans l'accélération du déploiement en tout cas de ce type de promesses et d'attentes, je ne sais pas dans quel ordre ça fonctionne, mais des consommateurs. On vous écoute. Oui, tout à fait. Alors, je pense que ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, avec la crise sanitaire, la totalité ou presque des entreprises se sont mises à l'e-commerce
y compris celles qui hésitaient encore à prendre le pli. Comme l'a très bien dit Jérôme, on a vu également une prolifération de nouveaux acteurs dans le domaine du e-commerce et notamment dans le secteur de l'alimentaire. Je ne sais pas si vous regardez les articles, mais c'est vrai que très régulièrement, on entend des nouveaux acteurs arriver, parfois d'autres pays. Je pense à la start-up néerlandaise Picnic, qui livre aujourd'hui des courses à domicile à l'aide de petites camionnettes électriques et qui vient de boucler un tour de table de 600 millions d'euros. Là, ils vont s'implanter dans le nord de la France. On a également d'autres startups de livraison de courses en moins de 15 minutes qui se sont lancés vraiment dans une bataille épique et coûteuse. Je pense à Cajoo, qui vient de lever 40 milliards de dollars et qui a fait le pari de faire entrer Carrefour à son capital. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a des nouveaux venus qui s'allient avec des acteurs plus historiques pour travailler pour gagner des points de marge grâce à une mutualisation des centrales d'achat, en travaillant ensemble sur leur logistique. Voilà, il y a pléthore vraiment d'acteurs. Il y a Dija, Gorilla, tous ces acteurs ou Getir qui livrent très rapidement grâce à des dark stores qui sont disséminés dans toute la ville. Donc ça interroge autant que les dark kitchens qui génèrent aussi de la livraison de repas. Par exemple, je pense à Taster qui a levé 37 millions de dollars. Donc c'est un peu vertigineux de voir tous ces nouveaux venus qui lèvent des millions de dollars et qui interrogent tant sur le coût écologique, urbain, mais également humain de cette offre qui mise vraiment sur l'immédiateté. Après, nous, au quotidien, on accompagne plutôt à Paris Co des plus petits acteurs. Pas toujours ces acteurs qui lèvent des millions. Et on se rend compte qu'un certain nombre d'acteurs qu'on accompagnait, qui livraient les professionnels, ont dû s'adapter et se sont tournés vers la livraison de particuliers, tout simplement parce que les restaurants qu'ils livraient ou bien leurs clients habituels, par exemple des bureaux, étaient fermés. Et donc, voilà, c'est des acteurs, par exemple, comme Vépluche, qui est une petite société qui livre en vélo cargo des fruits et légumes aux restaurateurs et qui collecte en même temps les biodéchets, s'est mis à livrer des particuliers pendant la phase de confinement. Donc voilà, on voit aussi une forte adaptation des acteurs, y compris des petits acteurs, et du coup, qui ont adopté généralement un modèle mix. Maintenant, ils livrent à la fois les particuliers et à la fois les professionnels. Et peut-être pour conclure, je pense que le confinement, ça a été un accélérateur d'une pratique du e-commerce qui était déjà bien implantée. Amazon n'a pas attendu la crise du Covid pour proposer ses services et nous habituer à cette immédiateté. Donc, je dirais plus que c'est un accélérateur qu'un générateur de nouvelles pratiques. Merci Marion. Alors, j'ai envie de redonner la parole à Jérôme Libeskine juste sur l'aspect absence de modèle économique en fait de cette livraison ultra rapide. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même, on voit toutes ces startups là, vous nous avez donné des chiffres qui donnent effectivement le tournis, Marion. Et pourtant, pour l'instant, toutes ces entreprises ne gagnent pas vraiment d'argent. Alors, je mets Amazon de côté, et en tout cas même Amazon, si je me souviens bien, c'est pas vraiment là-dessus qu'elle gagne de l'argent. Jérôme Libeskine, est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus rapidement? C'est pas le sujet je voudrais vraiment faire le lien avec l'excellent rapport du Sénat qui a été fait au Sénat sur l'e-commerce, qui est extrêmement complet et qui indique bien, et c'est un des vrais problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas besoin de gagner de l'argent pour vivre pendant des années et puis finalement utiliser un espace public qui est commun dans les villes. Et nous, ce qu'on attend finalement, donc on a un certain nombre à attendre que le législateur finalement organise les choses et dise ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas sur l'espace public des grandes villes et donne des moyens aux collectivités locales pour réglementer ce qui se passe. Est-ce qu'on accepte des milliers et des dizaines de milliers de scooters qui vont livrer en 10 minutes, donc pour des startups qui finalement n'ont pas d'objectif immédiat de gagner de l'argent, mais qui ont plutôt finalement un objectif de part de marché sur un certain nombre d'années au détriment finalement de la qualité de vie des habitants. Donc là, on est vraiment en attente, et j'en profite, puisqu'on a autour de la table un député, on attend effectivement des initiatives pour donner des armes aux collectivités locales pour tout simplement gérer leur espace public. Moi, je crois que vous n'avez plus vraiment besoin de moi. Donc, je passe la parole à M. Perea. C'était prévu de toute façon pour qu'il réagisse sur cette interpellation et le rôle de la puissance publique pour encadrer les dérives dont on vient de parler. Moi, je crois plusieurs choses. D'abord, on vient de parler beaucoup du temps et de cette urgence. Mais alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais
qui, au moins dans 99%, n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on vend au consommateur quelque chose dont il n'a pas besoin, c'est-à-dire une livraison urgente, sauf dans quelques cas. Par exemple, pour revenir sur la question de l'alimentation, à part peut-être parce que vous avez besoin de manger rapidement, le reste de vos courses, on peut vous les livrer dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ça peut être organisé totalement différemment. On peut faire les courses pour la semaine, et donc on n'a pas besoin d'être livré en 10 minutes. Pour beaucoup d'autres choses, c'est aussi cela sur lequel il faut travailler. Et donc, moi, un de mes axes, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'un point de vue plus politique, un des combats que l'on a à mener politiquement et techniquement, c'est d'essayer de savoir ce dont on a besoin et ce dont on n'en a pas besoin. Et comment on va poser un certain nombre de choses dans le débat qui sera le débat public. Et je vais répondre à votre question derrière, M. Libdensky. C'est comment le personnel politique, à un moment donné, a le courage de poser un certain nombre de choses et de dire mais cette course en avant, qui est une course de la rapidité, ne nous paraît pas être le bon match. Si on est en permanence en train de subir un certain nombre de choses, eh bien forcément, et c'est ce qui se passe depuis de nombreuses années sur ce sujet-là, eh bien nous sommes toujours en retard et nous sommes toujours en train de légiférer ou de réglementer quand il s'agit d'élus locaux, de réglementer en courant après. Et donc, moi, je crois que par rapport à ça, un des combats que nous devons mener collectivement, c'est poser clairement cette question du temps, mais non pas comment on donne plus de temps, mais comment on incite le consommateur à se poser la question du temps. Concernant les outils locaux, et pour avoir été, encore une fois, je le disais tout à l'heure, directeur général des services de la mairie de Narbonne, les élus, ils ont quasiment tous les outils qu'ils veulent. Madame Hidalgo à Paris met en place toute une stratégie pour organiser la circulation. Quand on a voulu contraindre la question des trottinettes, vous avez vu qu'en quelques mois, la question des trottinettes a quand même été pas mal impactée. Donc les élus locaux, ils ont des outils. Mais est-ce qu'ils ont la volonté de le mettre et est-ce qu'ils ont la volonté de l'instaurer? Ça, c'est encore un autre sujet lié justement à tout ce qu'on vient de dire. Imaginez l'élu local qui monterait sur une tribune pour dire « je vais mettre en place une réglementation tellement contraignante que les livraisons dans ma commune ne pourront plus se faire dans l'heure, mais dans la demi-journée ». Écoutez, moi, je n'en connais pas encore. Peut-être des maires Europe Écologie Les Verts oseront le faire, mais pour l'instant, je n'en ai pas vu beaucoup. Et donc, par rapport à ça, c'est un vrai débat important. Et puis, pour ne pas faire trop long dans cette première prise de parole, je voudrais aussi, je l'avais amorcé dans la présentation, la question de la relation dernier kilomètre et question climatique. Parce qu'on parle beaucoup du dernier kilomètre en secteur urbain, mais le dernier kilomètre en secteur rural est parfois beaucoup plus impactant pour les questions de climat que le dernier kilomètre en secteur urbain. Or, la logistique, la capacité de pouvoir être livré partout en France est un des plus grands facteurs d'équilibre de notre territoire et d'égalité. Que je sois installé au fin fond de la campagne ou en centre-ville de Paris ou centre-ville urbain, il faut que je puisse être livré rapidement et dans les meilleurs délais. C'est la promesse que nous font toutes ces entreprises dont on vient de parler. Et donc, les questions de dernier kilomètre ne concernent pas uniquement que les secteurs urbains. Voilà, peut-être pour commencer à poser quelques éléments de débat. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir juste sur cette dernière, sur l'aspect zone rurale? Sinon, je donne la parole à M. Dediker pour passer plus à une approche professionnelle, enfin, dans la sphère professionnelle de la livraison. Alors, Monsieur Dediker, ça va être à vous du coup. Alors, pourquoi est-ce que la logistique est un enjeu important pour Rexel? Pourquoi vous essayez d'en limiter les impacts et notamment les émissions de gaz à effet de serre? Et quels sont les principaux leviers à votre disposition? D'accord. Alors, on m'a dit tout à l'heure que je grésillais. J'espère que là maintenant ça va mieux. Oui. Donc nous, en tant que distributeur, l'essentiel de notre bilan carbone, si j'isole la contribution des produits eux-mêmes, puisque nous vendons des produits actifs, des radiateurs qui consomment, mais si j'enlève la partie produits... Oui, alors juste produits actifs, je pense que ça vous venez de le dire rapidement, mais des produits donc, dont le bilan carbone n'est pas neutre parce que pendant leur durée de vie, ils vont consommer de l'énergie, c'est ça? Voilà, notamment pendant la phase d'utilisation.
Donc, si je mets de côté cette contribution produit, qu'il ne faut pas ignorer, mais bon, en tout cas pour nos opérations à nous, la partie logistique est la très très grande partie du bilan carbone. Et si l'on considère le dernier kilomètre, c'est environ la moitié de ce poste logistique. Donc, pour nous, c'est un enjeu majeur. Et nous avons pris la décision et l'ambition à horizon 2025 de diviser par 2 notre bilan carbone lié à nos opérations. Donc, en toute logique, le poste logistique est le poste sur lequel il faut que l'on travaille le plus. Excusez-moi, mais à horizon 2025, et en partant de quelle date de référence? On part sur une base 2019. On ne peut pas prendre 2020. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous posiez tout à l'heure la question des leviers qui sont à notre disposition. Donc, chez Rexel, nous travaillons avec des prestataires de transport pour la logistique de nos produits. Donc, en fait, le premier enjeu, le premier levier va être la data. Nous avons besoin d'un partage de la donnée et de pouvoir structurer ces remontées d'informations pour pouvoir piloter de manière claire et objective le bilan carbone de nos transports. L'idée est justement, nous sommes en train de mettre en place ce système de monitoring de l'impact carbone de chacun de nos transports pour pouvoir décliner le bilan carbone à la transaction, au client, voire au projet du client. Ça, c'est notre premier axe. Le deuxième axe, c'est bien sûr dans les relations que nous avons avec nos prestataires, des exigences de plus en plus fortes sur le type de carburation qui est mis à notre disposition. Nous avons pour objectif, à horizon 2025 toujours, d'être pour chaque camion qui part de nos CLR, alors chaque 9 camions sur 10 qui sortiraient de nos centres logistiques, d'être en carburation verte, c'est-à-dire d'être soit sur du biogaz, soit d'être sur du carburant végétal. Nous avons aussi l'ambition d'être sur un dispositif urbain grande métropole, de plus en plus sur de la carburation verte, qui serait par exemple du gaz ou de l'élec. Ça, c'est notre deuxième levier. Et on va dire que la tournure que prennent les dernières avancées nous donne confiance dans cet objectif-là. Le troisième levier est un levier de densification de notre dispositif de mise à disposition des produits. C'est-à-dire l'objectif. Tout à l'heure, je vous entendais parler de est-ce qu'il faut favoriser la livraison ultra rapide. Bon, on pourra parler après des clients. Nous, je pense que le client professionnel n'a pas le même besoin que le particulier. On ne parle pas d'un livre à se faire livrer. On parle vraiment d'une pièce dont on a besoin sur le chantier ou d'une pièce dont on a besoin pour pouvoir redémarrer le procédé industriel si jamais il est interrompu. Mais ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir éviter les déplacements inutiles, de les réduire lorsqu'on en a besoin, et en tout cas d'essayer de monitorer la façon dont ils sont faits. Donc, ce que nous voulons, c'est massifier, densifier le nombre de points de collecte, c'est-à-dire soit faire de la livraison sur chantier, soit équiper des parkings en milieu urbain pour y poser des consignes pour que ce soit beaucoup plus proche et beaucoup plus simple pour le client d'aller récupérer ses produits. Soit un dispositif que nous mettons qui s'appelle Rexel Express, qui est un dispositif grande agglomération, qui est en fait un centre logistique avec un stock important, mais surtout toute une batterie de services logistiques verts qui y sont associés, afin de, au global, faire baisser le bilan carbone. Et un tel dispositif, les estimations que nous avons, fait que nous pouvons baisser d'environ 30% le bilan carbone, pas juste de nos opérations, mais de l'ensemble des transports, que ce soit les nôtres ou que ce soit ceux de nos clients. Il faut bien comprendre, c'est qu'il est plus intéressant de faire de la livraison mutualisée par un transporteur avec un cahier des charges en termes de performance carbone et qui va circuler autour de plusieurs points de livraison, plusieurs chantiers, que de faire systématiquement venir en étoile les clients qui vont faire un aller-retour de leur lieu de travail vers nos points de vente. Donc, en ce sens, nous estimons qu'avec une ambition de poser, par exemple, sur Paris, un point de collecte à maximum 15 minutes de chez vous, de chez le client, on arrive justement à cet effet de densification qui nous permet de baisser massivement le bilan carbone. Alors, ce qui est après intéressant de voir, c'est que par rapport à ces exigences que nous positionnons face à nos prestataires, il y a 2 catégories, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas 3. Les 2 catégories, c'est il y a les prestataires de transport qui sont extrêmement moteurs, extrêmement innovants, qui vous apportent des solutions, des idées et qui veulent tester de nouvelles choses. Il y a ensuite ceux qui sont plutôt suiveurs, c'est-à-dire ils comprennent
le cahier des charges, ils comprennent la direction, ils ne s'y opposent pas. Voilà, c'est juste que par contre, ça va se faire progressivement. Et la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, nous ne voyons pas de freineurs. Il n'y a pas une troisième catégorie de transporteurs qui restent campés sur ces positions historiques, parce que je pense que la prise de conscience collective de l'enjeu que représente la logistique et du bilan carbone, elle progresse de plus en plus. Et c'est du bon sens pour tout le monde. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, juste une question concernant les attentes de vos clients. Vous l'avez mentionné rapidement, ce n'est pas un livre qu'ils attendent, c'est une pièce potentiellement qui bloque dont l'absence bloque tout un chantier. Qu'est-ce que vous avez observé comme évolution de ces attentes? Est-ce que ce serait acceptable? Enfin, déjà, est-ce que ça a été de tout temps de la livraison rapide dans ce genre de circonstances ou est-ce que ça s'est accéléré au fil des années? Et est-ce que vous pensez que ce serait acceptable pour des clients professionnels d'envisager quelque chose de plus lent ou c'est inapproprié dans la sphère professionnelle? Alors, nous avons une promesse logistique qui est lorsque le produit n'est pas disponible, soit en point de vente, mais plutôt pour de la livraison, d'être généralement sur du J+1. Par rapport à notre taille, puisque donc, nous sommes l'un des leaders en France, par rapport au volume d'affaires que nous sommes amenés à traiter, ça semble être un horizon de temps qui est efficace et, il faut les deux, et entendable pour le client et accepté. Il y a la possibilité effectivement de recourir à une livraison plus rapide dans un dispositif grandes agglomérations, mais c'est important de noter, ce n'est pas une option qui est de base. C'est-à-dire en fait, ça va coûter un petit peu plus aux clients pour pouvoir bénéficier de ce service-là. Et encore une fois, je pense que l'enjeu c'est la question du délai, c'est aussi surtout de pouvoir maîtriser les flux de transport de produits et éviter un aller-retour du client dans son véhicule à moteur thermique vers nos points de vente, mais plutôt de pouvoir le livrer sur ce chantier dans un vélo électrique ou dans un véhicule utilitaire, mais qui ne sera pas, sur lequel il y aura des engagements de performance attendus de la part du prestataire. Ça nous semble être quelque chose de plus efficace. Encore une fois, je pense qu'il faut arriver à raisonner de manière globale. Pour le client, il a cette possibilité-là, mais encore une fois, c'est un dispositif qui est plutôt réservé à tout ce qui est grandes agglomérations. Et ce que ça demande en fait finalement au client, c'est que lui puisse choisir quelle est la solution la plus adaptée à son besoin. Vous parliez tout à l'heure de besoins, et je pense qu'effectivement, ça c'est un point critique. On ne peut pas forcément savoir, nous, à l'avance, quel est le besoin du client, mais par contre, on peut lui donner les moyens de prendre la bonne décision. Et donc, ça nous demande un effort de transparence. Encore une fois, comme nous travaillons avec des prestataires, ça demande d'avoir cette collecte de données, cette mise à disposition du client pour savoir, voici mes différentes options de livraison, voici le délai, voici éventuellement le surcoût, et d'avoir une très bonne fiabilité sur les informations que nous donnons, puisque, encore une fois, comme nous communiquons, nous travaillons avec des professionnels, ils s'attendent à une fiabilité de niveau professionnel. Dans cette optique-là, on voit aussi qu'il y a une sensibilité donc de plus en plus importante de nos clients envers les sujets environnementaux, notamment envers cette question du bilan carbone. Et c'est aussi pouvoir leur donner, par rapport au type de livraison qu'ils auront retenu, voici le bilan carbone qui sera affecté. Donc ça, voilà, ça fait partie, on va dire, de la feuille de route que nous construisons à horizon 2025. C'est au fur et à mesure, année par année, enrichir l'information que nous pouvons mettre à disposition de nos clients pour pouvoir dire, cher client, là, tu nous as fait 4 commandes un peu éparpillées et tu nous as fait de la livraison, mettons, express. Mais on va revenir un peu après sur l'aspect information effectivement des clients et qu'ils puissent choisir en toute connaissance de cause. Je vous laisse la parole parce que je vous remonte une question. Que pensez-vous d'une solution de plateforme de logistique mutualisée interchantier pour les zones de construction en milieu urbain? C'est une question qui nous est remontée d'un spectateur ou d'une spectatrice. Je veux bien prendre la parole pour y répondre. C'est un vrai sujet parce que le secteur du bâtiment est probablement un des derniers secteurs en France où il n'y a pas toujours une supply chain organisée.
Dans la plupart des secteurs de la distribution ou de l'industrie, il y a des directions supply chain, il y a des organisations logistiques optimisées, mais pas toujours dans le bâtiment. Il y a encore énormément d'efforts à faire pour intégrer la logistique dans les chantiers de construction. Il y a des efforts, mais ils ne sont pas toujours en France. Il faut peut-être regarder de l'autre côté de la Manche pour trouver d'excellents exemples en Grande-Bretagne, par exemple, ou en Suède, dans les pays dans lesquels il y a effectivement une logique d'intégration de la supply chain. Et en fait, c'est quelque chose qui doit venir très en amont, probablement dans les opérations d'aménagement, c'est-à-dire de se dire quelque part qu'on va imposer des plateformes de consolidation chantier en amont qui vont éviter finalement tous ces flux de bâtiments travaux publics qui parfois dans les agglomérations représentent 20 à 30% des véhicules. C'est-à-dire on pense beaucoup au e-commerce, mais il n'y a pas que le e-commerce. Dans le dernier kilomètre, on a des dizaines de filières différentes. Il y en a qui sont en effet plus urgentes que d'autres et une pièce détachée d'un ascenseur en panne est probablement plus urgent qu'une livraison de produits alimentaires achetés sur Internet, c'est probable, ou les produits pharmaceutiques, on pourra aussi prendre cet exemple, où bien sûr on a des situations d'urgence qui justifient la livraison rapide. Et la consolidation des flux, effectivement, elle apporte des solutions, et notamment dans des secteurs qui sont peut-être moins bien organisés que d'autres, c'est le cas du bâtiment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il faudrait demander à la personne qui l'a posée. Moi, de mon point de vue, oui. Je ne sais pas si M. De Dicker veut réagir par rapport à ça. Alors là-dessus, c'est un peu votre secteur. Alors, encore une fois, donc j'espère pouvoir répondre à la question. Nous passons par de la prestation. Nous ne sommes pas que en véhicule dédié. Donc, il y a en fait tout un dispositif logistique qui peut passer par des centres de messagerie qui, du coup, jouent le rôle pour nous de plateforme de mutualisation. Mais je ne sais pas si en répondant cela, je réponds exactement au cœur de la question. En tout cas, voilà, c'est ce qui existe actuellement côté Rexel. Ok, merci beaucoup. Marion Appert, alors est-ce que vous pourriez nous citer quelques expérimentations qui vous semblent les plus prometteuses menées par l'Urban Lab et notamment est-ce que certaines d'entre elles pourraient convenir à un public d'artisans? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous parler d'expérimentations qui sont conduites dans le milieu urbain, puisqu'on travaille à l'échelle de Paris. Comme votre nom l'indique un peu. Voilà. Je vais faire écho à ce qui vient de se dire sur les plateformes interchantiers. On est justement en train d'expérimenter une très belle initiative donc en plein cœur de Paris, puisqu'il y a une société qui s'appelle Balme Conseil et qui est associée à Smart Construction Logistique, qui s'est inspirée effectivement d'exemples britanniques et qui a mis en place une plateforme entre différents chantiers à Paris au niveau de l'opération Hébert avec Espace Ferroviaire. Comme il a été dit, c'est vraiment des démarches qu'il faut anticiper. Donc là, il y a tout un travail avec l'aménageur pour travailler sur la mise en place de cette logistique et l'organisation de ces flux entre les différents prestataires qui vont travailler sur ce chantier. Donc, on est en train de voir que les pratiques changent et c'est plutôt très inspirant. Dans les autres expérimentations que je peux citer, on a mené une expérimentation intéressante en 2017 qui pourrait convenir effectivement aux artisans. Il s'agit de la mise en place d'une station BIL. BIL, ça signifie Base Intelligente Logistique, et ça a été développé par une PME, Libner et le groupe Dasher. Donc, en plein cœur de Paris, encore une fois, place des Vosges, il a été mis en place cette base logistique. La solution, elle consiste à transporter un volume important de marchandises dans un camion jusqu'en ville. Ce camion, il arrive tôt le matin, il se gare et il se transforme en base logistique. Donc, sort du camion un petit véhicule électrique qui est léger, qui va décharger la marchandise et qui va acheminer cette cargaison jusqu'au commerce, donc vraiment au pied de commerce, pour assurer le dernier segment de la livraison de façon propre. Et les résultats, ils ont été assez intéressants puisqu'on note une réduction des nuisances qui sont liées au bruit, à la congestion et à la pollution. Et on note, on reviendra peut-être là-dessus plus tard, aussi une amélioration des conditions de travail du conducteur et du livreur. C'est important de le dire puisque avec l'essor de la livraison, on s'interroge de plus en plus sur les conditions de travail qui y sont associées. Donc, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Il y a une nouvelle expérimentation qui est lancée là dans le 15e arrondissement avec Stuart, avec un triporteur et donc un gros camion.
On a également travaillé sur les livraisons à horaires décalés. Donc, c'est Martin Brouwer qui a assuré la livraison logistique d'une chaîne de restauration pendant la nuit dans le 12e arrondissement de Paris avec un camion qui est labellisé PIEC. C'est des camions qui permettent de faire moins de bruit. Et là aussi, les résultats sont inspirants puisqu'on voit une réduction de la consommation de carburant de 25%, donc c'est assez significatif. Des émissions de CO2 de 25% également, des nuisances sonores et une meilleure réceptivité des riverains pour les livraisons nocturnes. Donc, c'est vraiment un champ qui est exploré par la ville de Paris pour voir si ce segment de livraison nocturne est à encourager. Et puis peut-être pour terminer, on voit l'essor de la cyclologistique. Donc, comme il a été dit, la cyclologistique, ça existait auparavant, mais c'est en train de reprendre de la place. On a travaillé avec Monoprix en 2019 qui s'est demandé comment favoriser une livraison propre des courses jusqu'au domicile. Donc, ils ont testé tout un arsenal de modèles de livraison, du piéton à la livraison en vélo-cargo et les livraisons en vélo-cargo ont été vraiment concluantes, ce qui a mené à un partenariat entre une structure qui s'appelle Carriole et Stuart, donc, qui est le prestataire de livraison de Monoprix. Donc, on voit que les gros acteurs aussi bougent et se positionnent sur ce segment. D'autres acteurs aussi, comme Olvo, qui est une coopérative, se lancent sur ce segment et voilà, ont un discours qui est très militant. Donc, Olvo, c'est une coopérative qui propose la livraison pour des fleuristes, des cavistes, des magasins bio, mais aussi le magasin Ikea, par exemple. Et eux, c'est une structure qui embauche donc ces livreurs en tant que salariés. Donc, ça interroge encore une fois sur les conditions de travail de tous ces acteurs de la logistique. Voilà un peu pour un panorama global de ce que je trouve inspirant. Merci beaucoup, Marion. Alors là, vous êtes dans un cadre, vous nous décrivez des expérimentations dont certaines seront probablement adoptées, d'autres peut-être pas, ou avec des calendriers différents. Est-ce que certaines d'entre elles, pour être déployées, nécessiteraient en fait une adaptation de la réglementation urbaine, en l'occurrence, et de l'aménagement des villes? Et voilà, je veux bien votre témoignage là-dessus pour demander à Monsieur Perea ce qu'il pense de tout ça, de la nécessité, si c'est le cas, d'adapter la réglementation à ces nouvelles formes de livraison et pour éviter aussi les dérives dont on parlait tout à l'heure. Peut-être un exemple, et je ne vais pas revenir sur tous les exemples, mais celui des bases de logistique urbaine durable. Pour les développer, en fait, il faut permettre la réservation des aires de livraison et pouvoir y stationner plus de 30 minutes. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible dans le code de la route. Donc, pour pouvoir généraliser cette pratique, il faudrait pouvoir classifier autrement ces bases dans le code de la route ou définir une classification spécifique aux bases logistiques mobiles. Donc, ça implique un travail avec la délégation à la sécurité routière sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Ça devrait être possible. On a, par exemple, vu des panneaux de signalisation aire d'autopartage qui ont été intégrés dans le code de la route. Donc, ça demande effectivement, en tout cas, un dialogue sur ce sujet. Parfait, merci beaucoup. Donc, Monsieur Perea, on voit que l'aménagement de la ville est directement en lien en fait avec le déploiement de ces modes de livraison plus vertueux. Et est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics, et notamment au niveau des collectivités, sont prêtes à étudier la question et à faire évoluer la réglementation dans ce sens? Oui, moi je crois, et les 3 dernières interventions le disent à peu près clairement. D'un point de vue secteur privé, il y a une dynamique, et ça a été rappelé par M. De Dicker, qui disait qu'il n'y en avait que 2 catégories, ceux qui sont moteurs et ceux qui sont suiveurs. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de personnes qui vont dans le sens contraire. Et donc, je crois que la dynamique avec le secteur privé, il est gagné. Les élus, et là on s'adresse plus particulièrement, puisque c'est des communes, on s'adresse à des élus locaux, il y a plein d'exemples qui montrent que les élus locaux se posent aussi la question de comment aménager et comment régler ce problème-là. La difficulté, pour revenir sur l'exemple que moi j'ai vécu quand on s'occupait du centre-ville de Narbonne, c'est le petit commerce qui doit être livré et qui ne comprend pas pourquoi
on a arrêté les livraisons à 9 h du matin, alors que son livreur, lui, spécifique, qui vient lui livrer les chemises bleues, ne peut arriver qu'à 11 h, parce qu'avant, il est allé dans la ville de Béziers, et que donc, si le mec ne vient pas le livrer, il n'aura pas de chemise bleue à vendre. Et donc, comment on entraîne ces personnes-là, et comment le consommateur, parce que, in fine, c'est le consommateur, tant qu'on parle entre professionnels, et j'entends tout à l'heure aussi l'argument de dire oui, mais il y a besoin d'urgence parce qu'on doit relancer un appareil industriel. Mais bien sûr qu'il y a urgence. Mais pour les autres sujets, l'urgence est souvent, et je le disais tout à l'heure, plus complexe. Et donc, comment on arrive à faire passer le message à l'ensemble de la population que, peut-être, ce que l'on allait acheter aujourd'hui ne sera livré que demain ou ne sera livré qu'après-demain, parce que le fameux camion dont vous parliez, Madame Appert, ne sera dans la commune que demain, il ne sera pas là ou après-demain, il ne sera pas là aujourd'hui. Donc tout ça, c'est un vrai travail qu'il faut mener avec les populations, c'est un vrai travail qu'il faut mener de fond, et je crois qu'un des arguments importants, puisqu'on sent bien que ça monte quand même dans la population, c'est de mettre en avant l'impact écologique sur le climat et de faire toucher du doigt un certain nombre. Je vais vous donner un exemple. Faire toucher du doigt un certain nombre de personnes que ni financièrement, ni humainement, ni en termes de climat. Tout à l'heure, Monsieur De Dicker, vous expliquiez que vous meniez un travail avec vos clients pour leur dire vous nous avez passé 4 commandes différentes, vous auriez pu faire qu'une seule commande et donc une seule livraison. Mais moi, je vois ici ou même en circonscription, il nous arrive de commander des repas. On ne se pose pas la question, puisqu'en plus les livraisons, là, ils vous les font gratuites, de est-ce qu'on commande au même restaurant. Il nous arrive d'être 3 et de commander 3 repas différents, avec 3 livraisons différentes. Alors, on en revient aux scooters qui envahissent la ville. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir un vrai message politique en expliquant aux gens que tout ça n'est pas gratuit et que derrière, il faut se poser un certain nombre de questions. Donc, les outils, oui, réglementairement, on les adaptera s'il le faut, législativement, mais il y en a très peu. Législativement, on le fera. Mais c'est surtout la communication et faire passer des messages forts auprès des populations. Oui, mais ça pourrait être légiféré quand même. La communication, vous pourriez imposer d'afficher sur chaque livraison, chaque colis, le bilan carbone. Enfin, je suppose que c'est pas hyper simple de faire ça du jour au lendemain, mais enfin, en tout cas, ça pourrait être une obligation. On voit ça de plus en plus sur des produits qui sont en vente dans des rayons, mais ça pourrait être aussi sur le... Enfin, ça se rapproche de ce que décrivait Monsieur De Dicker, et de toute façon, c'était le sujet sur lequel je voulais vous amener aussi, Monsieur Libeskin, sur le rôle du consommateur. Alors, on revient un peu plus au grand public, et ça rejoint un peu votre exemple de 3 repas commandés dans 3 restaurants différents. Vous misez... Enfin, ma question est la suivante, c'est quels doivent être les rôles respectifs du politique d'une part, et à quelle échelle doit-il intervenir, et puis du client, qu'il soit professionnel ou particulier? Moi, je voudrais revenir sur quelque chose. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une vraie dynamique des transporteurs, d'un certain nombre d'entre eux, mais effectivement, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une vraie dynamique. Il y a une dynamique d'un certain nombre de distributeurs, hein, je vois effectivement Rexel, mais effectivement d'autres groupes qui sont conscients du fait que de toute façon, la livraison, notamment des centres urbains, parce que c'est là où se concentre un certain nombre de choses, même si il ne faut pas oublier le rural, vous avez raison. Monsieur Perra, vous avez raison, il faut effectivement prendre en compte le rural. Et quelque part, le maillon finalement qui décide, c'est le consommateur. Alors, le consommateur particulier ou entreprise, hein, dans les comportements d'achat ou entreprise ou même acteur public. Hein. Moi, dans une ville, c'était pas Narbonne, je vous rassure, j'avais étudié les cantines scolaires. Le nombre de fournisseurs que vous avez, il impacte directement sur le nombre de camions qui arrivent. Par exemple, ça peut être la fréquence des commandes, ça peut être le nombre de fournisseurs que va avoir une entreprise. Ça, ce sont des cas tout à fait concrets. Et puis pour un consommateur, ça va être peut-être de l'éduquer. Il va falloir lui expliquer, hein, parce que c'est pas inné de dire finalement si je me fais livrer en 10 minutes, c'est rouge et c'est pas vert. Parce qu'on va dire que la livraison d'une pizza en 10 minutes, ça a toujours existé aussi. Hein, donc
bien entendu. Donc, quelque part, il y a un travail d'éducation, je pense, du consommateur. Peut-être qu'il va falloir l'aider par des labels, des calculs. Je me méfie toujours des calculs parce qu'ils sont souvent en autocalcul. Après, et puis des kilos et des tonnes de CO2, ça ne dit pas grand-chose aux consommateurs. Donc peut-être qu'il va falloir trouver mais il y a d'autres domaines où effectivement les labels On avec pourrait différentes imaginer quelque couleurs chose ont un impact. comme Pardon, l'énergie allez-y. sur les. Je veux dire, on peut imaginer des codes couleurs comme l'énergie sur les machines à laver, là. Enfin, Oui, voilà, voilà, donc par exemple. ça peut certainement permettre de guider le consommateur. Il faut aussi travailler avec les Je pourrais associations de revenir sur le sujet. consommateurs. Mais oui, bien sûr. Alors, on va peut-être laisser Monsieur Libeskin Oui, finir oui. sa phrase. Non, non, c'est bon, allez-y, hein, monsieur Gérard. Alors, Monsieur Perea. Non, je voudrais juste dire trois choses, là, puisqu'on m'avait aussi interpellé sur ce sujet. D'abord, on sait tous que trop de signalisation et trop d'informations tue l'information, hein. Voilà, donc il y a l'énergie. Donc, je vais acheter un lave-vaisselle sur un grand distributeur. Donc, on va me donner l'indice de réparabilité, on va me donner l'indice de consommation, l'indice de livraison. Donc, ça pose un certain nombre de soucis. La deuxième chose, bon, je prends souvent l'exemple, puisque je suis dans le littoral, sur le littoral Audois, je prends souvent l'exemple, et vous m'excuserez, de la paire de tongs. Voilà, vous savez, les trucs pour mettre sur les pieds. Et donc, vous allez la faire venir de Chine. Elle va arriver de Chine et elle va arriver dans un magasin à je ne sais pas où. Et de là, on va me la livrer. Qu'est-ce qu'on prend en compte, quoi? On prend en compte le voyage depuis qu'elle est partie de la Chine ou au moment où on me l'a livrée de chez moi jusqu'à enfin, du revendeur. Et donc, tout ça, c'est très complexe. Et vous avez raison, il faut faire attention au calcul, quoi. Le calcul s'appuie toujours sur notre calcul. Donc, moi, vraiment, il y a deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est d'insister sur la notion de temps. Je m'excuse, mais ça me paraît important. Et la deuxième, ça a disparu depuis quelque temps, peu. Alors moi, je suis peu consommateur d'acheter, mais je l'ai quand même remarqué, c'est qu'avant, il y avait quand même un prix différent en fonction du délai de livraison. Quand vous étiez... voilà. Et donc, si vous demandiez livraison rapide, ça vous coûtait tant, livraison moins rapide et livraison normale. Là, maintenant, tout ça, ça a disparu, quasiment. Et c'est livraison très rapide, voire même le dimanche. Voilà, moi, ils vous amènent les trucs le dimanche chez vous. Enfin, si vous avez commandé une pièce, vous n'avez pas besoin d'attendre pas besoin de vous l'amener le dimanche, quoi. Et donc, là-dessus, je crois qu'il y a des choses à refaire, insister sur le temps et le prix, qui est, on le sait, quelque chose d'important. Quand c'est pas urgent, ben, si je le veux vite, c'est pour me faire plaisir, et à ce moment-là, je me le paye. Mais sinon, j'attendrai. Merci. Bon, Monsieur Dediker, donc vous avez déjà mentionné effectivement que vous travaillez dans cette direction avec à terme la possibilité d'indiquer le bilan carbone sur chaque bon de livraison. Vous pensez que cette information, elle est quand même utile et en fait, il faut que le client puisse comparer finalement et puis aussi puisse intégrer dans son propre bilan carbone, en l'occurrence, ce genre de données. On en revient toujours à la donnée. Et comme la donnée fait des progrès extrêmement rapides, enfin la collecte, le traitement, etc., en ce moment, vous pensez que ça va quand même concourir à une meilleure information et à des meilleures décisions de la part des clients, en tout cas des décisions en connaissance de cause. Alors, concourir, oui. En fait, donc je rejoins ce qui a été dit avant. Informer ne suffit pas. Et en fait, nous avons, si vous voulez, un voyage en 4 étapes. Il y a donc communiquer sur la thématique, 2, pouvoir la mesurer. Et pour ça, effectivement, on se fait accompagner par des externes pour avoir une validation du calcul. Il y a ensuite un dispositif d'accompagnement pour améliorer. Et notre 4e étape, c'est justement de pouvoir récompenser. Notre enjeu est quand même de pouvoir récompenser les comportements qui soient vertueux et éco-responsables. Mais donner la donnée juste comme ça, brute, sans explication, sans accompagnement, on sait que ça va être très très compliqué. Alors certains de nos clients sont déjà très très matures sur le sujet-là, mais il faut voir que, alors chez nous, mais bon après c'est pour n'importe quel distributeur, hein, nous avons une très grande variété de clientèle et certains de nos clients sont parfois seuls, vraiment dans leur camionnette. Donc, il y a vraiment besoin de pédagogie et de clarté pour donner du sens aux chiffres et surtout pour pouvoir mettre en face à chiffres des leviers d'amélioration.
Très bien, merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'on est arrivé au terme de notre table ronde. Alors, sauf si quelqu'un est extrêmement frustré de ne pas pouvoir dire un dernier mot, vous... Alors, j'avais un c'est vous petit qui dernier êtes mot. le J'avais un dernier. petit dernier mot en tant que Alors, grand puisque frustré. vous avez la parole, conservez-la. Tout à l'heure, on parlait justement de ce que pourrait faire en fait le politique pour continuer Oui. à optimiser le bilan carbone sur la logistique du dernier kilomètre. Il y a C'est un un peu enjeu. la vocation de toutes ces 24 heures du climat. Tout à fait. Et en fait, il y a un enjeu qui nous semble important, c'est qu'il y a certaines géographies de France, alors je ne voudrais pas stigmatiser certaines, mais encore une fois, je rejoins Monsieur le député, il n'y a pas que les grandes agglomérations. Il y a certaines parties de France où lorsqu'on va sur la carte des stations d'avitaillement en gaz ou biogaz, il y a des zones grises. Donc en fait, si vous voulez lancer un camion, il faut absolument pas louper la bonne station de rechargement parce que sinon, vous risquez de tomber à sec. Et donc, il y a un vrai enjeu comme sur les bornes électriques, mais aussi de densification des stations d'avitaillement pour aujourd'hui le gaz et le biogaz, mais aussi potentiellement demain sur l'hydrogène, qui est une technologie que nous suivons également, qui est un petit peu plus lointaine, mais bien anticiper ce maillage du territoire en station, qui en fait est un élément bloquant. Il y a certaines zones géographiques où on aimerait et on a le partenaire pour pouvoir enclencher vraiment une carburation qui soit éco-performante, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas l'infrastructure en termes de stations d'avitaillement. Bien, je pense que le message est passé. Donc, je vous propose de rendre l'antenne pour la table ronde suivante, toujours dans la session transport et mobilité. La France, locomotive ou lanterne rouge dans la relance du rail. Vaste sujet également. Merci beaucoup à tous les intervenants de la qualité de vos contributions. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour un dernier sujet sur le trafic aérien et le climat. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.